On pourrait se rendre sur n'importe quel site internet et envoyer des courriers électroniques. Un accès sans fil non sécurisé, c'est une brèche énorme dans laquelle les pirates s'engouffrent. Et le war driving n'est pas la seule astuce facile à apprendre. À l'heure actuelle, l'Internet regorge de boîtes à outils de piratage. Il s'agit d'un ensemble de programmes très performants et totalement illégaux qui permettent à un débutant de devenir un pirate de niveau moyen. Si vous cherchez des boîtes à outils de piratage, vous pouvez en télécharger des tas. Elles sont faciles à trouver et la plupart sont gratuites. Par exemple, il existe des kits d'écriture de virus dans lesquels on sélectionne le virus désiré pour que le logiciel le crée. Aujourd'hui, plus besoin d'être un spécialiste pour devenir pirate. Il suffit d'avoir le bon logiciel. Il n'a jamais été aussi facile de lancer une attaque dévastatrice ou de voler des renseignements sensibles. N'importe quel moteur de recherche permet d'y arriver. Ça ne fait pas de vous un pirate, mais ça vous rend dangereux. Vu l'abondance des boîtes à outils, on devrait entendre plus souvent parler de cyberattaques. Sauf qu'un bon nombre d'entreprises préfèrent garder le silence sur ce sujet. Si vous êtes victime d'une cyberattaque, le mieux à faire, c'est de l'étouffer, de n'en parler à personne. À l'heure actuelle, rares sont les lois à contraindre les sociétés à signaler qu'elles ont été victimes de cyberattaques. Mieux vaut ne pas inquiéter le chaland. Les sociétés n'ont pas intérêt à ce que leurs clients apprennent que 10 millions de numéros de carte de crédit ont été dérobés. Elles ne veulent pas voir chuter leur valeur boursière. Il est important pour les spécialistes de la sécurité de savoir comment les attaques évoluent. Mais si les victimes ne disent pas qu'elles ont été attaquées ou de quelle façon, comment améliorer la protection? C'est un vrai problème. Une fois en possession des renseignements vous concernant, les voleurs les vendent au plus offrant, souvent en passant par un marché noir florissant sur l'Internet. C'est le plus gros changement en matière de sécurité. Depuis 2005 environ, un marché pour les identités est apparu. Sur ce marché noir, un numéro de carte de crédit valide vaut à peine $1. Les pirates préparent des échantillons. Ils donnent 10 numéros à tester, et s'ils sont bons, on peut retirer de l'argent ou acheter quelque chose avec. Ils proposent aussi des identités complètes avec numéro de sécurité sociale et adresse pour $5. Des gosses ont gagné jusqu'à $150 000 en 6 mois grâce à diverses fraudes à la carte de crédit ou grâce à l'hameçonnage. Et ils se sont lancés dans une orgie d'achats en ligne. Ces dernières années, la cybercriminalité a explosé. Certains la comparent au trafic de drogue. Une étude réalisée en 2006 a montré qu'elle coûtait plus d'argent aux entreprises que la délinquance classique. Et elle provient principalement d'un pays. Si vous demandez quelle est la patrie des pirates à l'heure actuelle, la plupart des spécialistes vous répondront que c'est la Russie. Il y a quelques années, la mafia russe flairant une aubaine s'est intéressée à l'Internet. Et pourquoi pas? La cybercriminalité était moins risquée que d'autres activités illégales et l'Internet permettait aux mafieux de travailler à l'international. Il suffisait d'avoir quelques programmeurs. En Russie, la mafia recrute des programmeurs et des techniciens prometteurs pour qu'ils travaillent pour elle. Ces syndicats du crime sont responsables de la majeure partie des virus et de l'activité des pirates. Il a fallu 20 ans pour passer des tout premiers virus à 250 000 virus. C'est ce qui nous inquiétait début 2007. Mais fin 2007, on en était déjà à 500 000 logiciels malveillants. Leur nombre a donc doublé en un an. C'est pour cette raison que la sécurité informatique est un marché florissant. Au cours des dernières années, des laboratoires de conception d'antivirus se sont créés dans le monde entier. Basé à Moscou, Kaspersky est l'un des plus importants. Tous les jours, nous recevons plus de 2000 virus, chevaux de Troie et vers. Pour offrir une protection constante et permanente, les analystes doivent travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
On les surnomme les pivers parce qu'ils tapent très vite sur leur clavier. Donnie demande de l'aide pour débusquer l'auteur du virus Microsoft Word et entre en contact avec un groupe de criminels de l'Internet russe. Ce gang ne se différencie en rien d'un réseau illégal spécialisé dans les pièces de voitures volées ou l'équipement électronique volé. Ces types essaient de trouver et de vendre un produit, de blanchir l'argent et de tirer un bénéfice. Un des membres du gang accepte de rencontrer Donnie dans un café. Il lui apprend qu'il fait partie d'une équipe de pirates qui travaille principalement comme carders. Ils volent des renseignements concernant des cartes de crédit et les vendent en ligne. On fait ça depuis 1 an environ. On fait du recel, en quelque sorte. Le chef du groupe avec lequel je travaille gagne entre 9 000 et 15 000 $ par semaine. Je n'imaginais pas que ça représentait autant d'argent. Je pensais à 1 000 $ par semaine. Donnie se renseigne sur l'achat de virus permettant de voler les renseignements contenus dans un ordinateur. Je m'intéresse aussi aux chevaux de Troie et aux portes dérobées. Ça coûte jusqu'à 1 000 $. Vraiment? 1 000 $ pour un cheval de Troie? De 400 à 1 000 $. C'est dingue. Mais tous les virus n'ont pas une finalité aussi évidente. En 2007, un nouveau type de logiciel malveillant a fait son apparition. Le Stormworm. Il infecte sans prévenir et apparemment sans conséquence. À ce jour, personne ne sait à quoi il sert. On me demande souvent comment on peut savoir si on est infecté par un Storm. Et justement, on l'ignore, parce qu'aucun message n'apparaît. Storm ne détruit rien. Il ne fait pas de musique, il ne fait rien de ce que faisaient les virus à l'ancienne. Il est invisible. Invisible, mais aussi indétectable, car il change en permanence. Il mute. À chaque fois que vous le téléchargez, vous en avez une copie différente. Et si vous le débusquez et que vous essayez de l'enlever, il attaque. Mais si le Stormworm fait la une dans le monde entier, c'est parce qu'il transforme un ordinateur en zombie ou en robot. Et son auteur peut alors contrôler votre ordinateur à distance et à votre insu. Un zombie est un ordinateur qui n'est plus contrôlé par son propriétaire. Mais ce dernier l'ignore. Il pense que son appareil fonctionne correctement. Mais quelqu'un, en coulisses, a accès à l'ordinateur et peut en faire ce qu'il veut, n'importe quand via le réseau. Ce ver infecte des milliers d'ordinateurs, créant autant de zombies. Son auteur relie ensuite tous ces zombies pour créer un réseau de robots ou botnet. L'objectif d'un botnet est de permettre à un tiers de s'approprier votre ordinateur, d'avoir ce que j'appelle la clé sous le paillasson, qui lui permet de revenir quand il le souhaite, sans que vous le sachiez. Un botnet permet d'utiliser la puissance combinée de tous les zombies simultanément. Vous pouvez émettre une instruction pour que ces ordinateurs envoient autant de trafic que possible en direction d'un seul site. C'est l'attaque de déni de service. C'est celle que Mafia Boy a employée contre Yahoo. Des opérateurs russes de botnets vendent des attaques de déni de service lancées par leur réseau de robots à l'heure ou à la journée. La spécificité des botnets, c'est leur taille et leur complexité. Des experts estiment le nombre d'ordinateurs zombifiés à plusieurs millions. Pourtant, nul ne connaît leur objectif. On estime qu'à lui seul, un botnet a infecté 15 millions d'ordinateurs et qu'il n'a encore servi à rien.